C'est le moment d'écouter Champ d'action. Aujourd'hui, quand on travaille sur les enjeux liés à l'agriculture, on parle de plus en plus de systèmes alimentaires durables. Mais que signifie ce terme exactement ? Que permet-il de mettre en lumière ? Et finalement, quelles solutions permet-il de faire émerger ? Nous avons demandé à Émile Frison de décrypter pour nous ce concept. Champ d'action, le podcast qui défriche l'agriculture. Bonjour Monsieur Frison. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, volontiers. Je suis Émile Frison. Je suis belge, mais j'ai fait toute ma carrière à l'étranger. Je suis membre maintenant du panel international sur les systèmes alimentaires durables, IPES Food, et j'ai fait toute ma carrière dans le domaine de la recherche sur la biodiversité agricole et comment la diversité peut contribuer à améliorer nos vies. Eh bien, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous parlez de systèmes alimentaires durables. Est-ce que vous pourriez nous vulgariser un peu ce concept qui paraît un petit peu abstrait comme ça ? Les systèmes alimentaires, ça va depuis les intrants pour la production jusqu'à la consommation et le traitement des déchets. Et donc, c'est vraiment toute la chaîne alimentaire. Et l'approche systémique, on parle de système, c'est justement de ne plus regarder la production d'un côté, la commercialisation de l'autre, la consommation, mais de regarder l'ensemble et les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes composantes de ce système. On utilise le mot alimentaire, peut-être plutôt que agricole. Est-ce qu'on estime que c'est plus inclusif, que ça reflète mieux le système ? Je pense que ça parle plus aux gens. L'agriculture, c'est souvent très loin, surtout pour les citadins, tandis que tout le monde mange et tout le monde comprend l'importance de l'alimentation. Et donc, parler de système alimentaire, je pense, est plus pertinent, surtout pour des messages, pour la communication, parce que c'est plus facilement compréhensible par le public large. Et dans ce terme de système alimentaire durable, il y a durable ? Évidemment, et je crois qu'il faut voir cet aspect durable également comme une synthèse de beaucoup plus de concepts, de résilience, de durabilité au point de vue économique, mais aussi au point de vue environnemental, au point de vue climat. Et donc, ce que l'on recherche à travers cette notion de système alimentaire durable, c'est d'avoir des systèmes qui sont performants au point de vue économique, au point de vue environnemental, au point de vue de la nutrition et de la santé, mais également au point de vue social, et en prenant en compte également les aspects culturels et la diversité culturelle qui est fortement imprégnée dans les systèmes alimentaires. On a un peu l'impression que c'est une espèce de quadrature du cercle ou de mouton à 5 pattes, de répondre à tous ces critères. J'imagine que vous pensez que non. Justement, tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, de manque de durabilité, de manque de résilience, d'inéquité sociale, sont le résultat du fait qu'on a compartimentalisé les approches et le secteur agricole a eu pour objectif, et a malheureusement encore trop souvent aujourd'hui, pour objectif principal d'augmenter les rendements, d'augmenter la production. L'aspect santé, ça a été de guérir les gens qui étaient malades, beaucoup plus que la prévention et assurer un système qui empêche justement les maladies. L'équité sociale, n'en parlons pas. Disons, notre système économique n'est pas très égalitaire et a beaucoup de chemin à parcourir dans ce sens-là. Et justement, parce que tous ces aspects ont été étudiés et gérés de façon indépendante, il y a un manque de cohérence et en fait, tout le monde est perdant. C'est pour ça qu'on utilise le mot de système. Exactement, et donc c'est maintenant quelque chose qui depuis quelques années commence à être reconnu comme une approche indispensable. Le rapport IPES Food a produit un rapport il y a 2 ans sur la proposition d'avoir une politique alimentaire européenne, justement pour avoir cette approche systémique qui regroupe toutes les dimensions, tous les secteurs, pour avoir un résultat cohérent du point de vue économique, environnemental, santé, etc. Donc ce serait un commissaire européen à la
politique alimentaire commune avec l'agriculture, le commerce? En fait, on avait proposé d'avoir un vice-président de la commission qui serait responsable de ce dossier système alimentaire durable, parce que justement, ça chapeauterait l'ensemble des parties de la commission, des directions générales de la commission, santé, agriculture, commerce, etc., etc. Est-ce que ça a eu un écho, cet appel? Ça a eu un écho. Je dois dire, j'étais presque étonné de l'écho positif que ça a reçu. Il n'y a pas de vice-président pour les systèmes alimentaires durables. Cette terminologie n'est pas utilisée. Par contre, Timmermans, qui est le vice-président, a pour responsabilité le Green Deal et tous ces aspects-là qui, en fait, sont assez important du point de vue de système alimentaire durable. Et donc pour vous, c'est vraiment au niveau à la fois politique et européen que les choses peuvent se J'ai donné l'exemple de l'Europe parce qu'il y a des choses qui ont commencé à bouger, notamment le Green Deal, la stratégie de la fourche à la fourchette, la stratégie biodiversité, qui toutes maintenant commencent à avoir une plus grande approche systémique et recherchent plus de cohérence entre les politiques. Et donc, mais c'est également indispensable d'avoir cette approche au niveau national, et je dirais même au niveau local, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger ou qui devraient bouger au niveau local. C'est plus facile d'avoir les différentes compétences autour de la table au niveau d'une ville ou d'une région qu'au niveau national. Et donc, je pense que c'est à tous les niveaux qu'il faut essayer d'avoir ces approches systémiques qui sont très importantes. Et c'est vrai que la relocalisation, c'est un sujet qu'on entend beaucoup, je trouve, en ce moment, peut-être depuis le Covid. En effet, il y a eu un retour vers des circuits courts, notamment. Oui. Est-ce que, pour vous, c'est une tendance de fond, ou est-ce que c'est... On a vu aussi après que ça s'est soufflé un petit peu quand même avec le déconfinement. Est-ce que c'est vraiment une tendance de fond? C'est quelque chose qui avait commencé déjà avant la crise du Covid, et on a vu évidemment une très grande accélération et une multiplication des initiatives. Il y a un ralentissement, c'est certain, mais je pense que c'est une tendance qui ne va pas... On ne va pas retourner où on était auparavant, et je pense qu'on va continuer à avoir une plus grande importance de ces circuits courts, de reconnexion entre les producteurs et les consommateurs, d'établir des nouveaux rapports de confiance. Quand on voit la confiance des consommateurs dans l'alimentation qui leur est proposée, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Quand on va dans un supermarché, la quantité d'aliments ultra transformés qui dominent les rayons, ce sont des choses qui sont en train d'être remises en question en ce moment. Vous avez écrit un article où vous évoquiez que ça ne va pas assez vite. A priori, la transition est en cours, mais ça ne va pas assez vite. Voilà, est-ce que la crise sanitaire, finalement, ne va ni accélérer ni ralentir? Est-ce que c'est sur cette frise de l'histoire de la transition? J'espère que ça va contribuer à aller dans le bon sens. En tout cas, pour une partie de la population, ça a eu un effet positif parce que ça a contribué à une prise de conscience de la fragilité de nos systèmes, de l'inadéquation de nos systèmes alimentaires. Et je pense que ça aura un impact durable. Par contre, on voit également une réaction de défense des acteurs qui ont un intérêt à maintenir un système alimentaire, disons, industriel en place. En disant, vous voyez, il faut absolument faire des réserves, assurer que le commerce ne rencontre pas d'obstacles, d'avoir une circulation libre, sinon on va fragiliser les systèmes. Et donc ça va tout à fait à l'encontre de ce qui devrait avoir lieu, cette relocalisation. Bon, évidemment... relocalisation, ça doit être relatif. On ne veut pas promouvoir l'arrêt complet des échanges économiques. Ça n'a pas de sens non plus. Mais quand on voit ce qui se passe avec des crevettes belges qui sont envoyées en Chine pour être pelées, pour être renvoyées en Belgique, pour être consommées, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous écoutez Champ d'action,
Les systèmes alimentaires durables avec Émile Frison. Sur ce sujet de la délocalisation, il y a aussi un concept qui est venu, celui de souveraineté alimentaire, qui est un peu ressorti, oui. qu'on a, en tout cas nous chez SOS FAO, on l'évoquait avant surtout dans les pays du Sud, mais finalement la Belgique aussi. On en parle beaucoup en Europe voilà, pour le moment. Exactement, et depuis, j'ai l'impression, un peu depuis cette crise sanitaire, est-ce que vous pourriez rapidement expliquer ce que c'est la souveraineté alimentaire et aussi faire peut-être une différence avec la sécurité alimentaire? Parfois on confond un petit peu les deux. Voilà, un petit peu de pédagogie. La sécurité alimentaire, c'est d'assurer une alimentation équilibrée, saine, du point de vue nutritionnel, à tout moment, pour tout le monde, et en tenant compte des préférences culturelles et des traditions. Et donc, c'est assurer que tout soit présent, mais ça ne parle pas de qui décide ce qu'il y a dans votre assiette. On peut vous fournir une ration et un régime alimentaire qui satisfait tous les critères pour la sécurité alimentaire, mais où vous n'avez pas eu le choix de déterminer ce que vous allez manger, de ce que vous allez produire. Et donc la souveraineté alimentaire ajoute cette dimension de je contrôle et je décide de ce que je vais manger et de ce que je vais produire. Et donc ça garantit, ça donne une plus grande responsabilité, mais aussi ça garantit une indépendance. Et ça permet justement de tenir en compte beaucoup plus ces aspects de différences culturelles, de traditions, parce que l'évolution des systèmes alimentaires a été très fortement vers une simplification des systèmes. Avec les systèmes de production industrielle, on s'est focalisé sur quelques espèces qui sont importantes pour produire des calories. Le blé, le riz, le maïs, le soja, qui sont tous des intrants pour l'industrie de transformation et d'ultra-transformation des aliments. Et on a abandonné de plus en plus des cultures qui étaient très diversifiées, beaucoup plus riches souvent en nutriments. Et il y a très peu d'investissement dans cette diversité et qui nous amène à un déséquilibre dans les régimes alimentaires qui est responsable en grande partie pour tous les problèmes de santé liés à une trop grande consommation d'énergie et un manque de nutriments, microéléments, vitamines, etc., que l'on peut trouver dans une plus grande diversité. Et donc, toutes les maladies non transmissibles, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et diabète qui sont liées au régime alimentaire déséquilibré sont le résultat de ce système alimentaire que j'appelle industriel qui ne permet pas de satisfaire nos besoins. Oui, et la résilience aussi dont vous parliez, c'est aussi une résilience vis-à-vis de l'environnement. Elle va dans les deux sens, c'est-à-dire la multidiversité, enfin la diversité. La diversité, oui, permet une résilience face au changement climatique également. Absolument, la diversité est le facteur d'assurance contre les changements. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et je pense que cette approche qui a été abandonnée au profit d'une agriculture industrielle où on a assuré à travers les engrais d'apporter les nutriments minimum nécessaires pour avoir une croissance. On a contrôlé les maladies et les ravageurs avec des pesticides pour créer un environnement soi-disant idéal pour une croissance. Mais tout ça crée un milieu artificiel qu'il faut maintenir et qui a des conséquences dramatiques, notamment sur la santé des sols. Et ça, c'est un point qui a été très largement ignoré dans le passé. Et on se retrouve maintenant avec des sols détériorés au niveau mondial. Plus d'un tiers des terres sont dégradées et deviennent de moins en moins aptes à produire.
Et la seule façon de restaurer la fertilité et la santé de ces sols, c'est un changement radical de cap, donc d'abandonner le système industriel d'intrants intensifs et d'aller vers une agriculture qui repose plus sur les principes écologiques, comment fonctionne la nature. Quand on va dans une forêt, on n'y apporte pas des engrais. C'est la biologie des sols qui nourrit les plantes. Et ce qu'on a remplacé dans les systèmes d'agriculture industrielle, c'est au lieu de nourrir le sol pour que le sol nourrisse les plantes, on a court-circuité ce système en apportant des engrais chimiques qui nourrissent directement la plante. Et ça détruit la santé des sols et les rend impropres à une production durable. Je sens derrière ce que vous dites là, un peu la description de l'agroécologie. Absolument. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est important de clarifier ce qu'on entend par agroécologie, parce qu'il y a beaucoup de simplification ou de désinformation à ce sujet par des gens qui essayent de défendre le système en place, le système d'agriculture industrielle. Et ce qu'on entend souvent maintenant, c'est oui, il y a l'agroécologie, mais c'est un des outils dans la boîte à outils générale. Il y a aussi les OGM, il y a tout le système d'informatisation, la digitalisation, il y a l'agriculture de précision, il y a l'intensification durable. Et l'agroécologie, c'est un des outils qu'on tolère tant que ça reste dans une niche. Mais c'est une façon tout à fait erronée de décrire l'agroécologie. En fait, l'agroécologie a été définie par la FAO à travers 10 éléments qui sont nécessaires pour avoir un système de production qui soit durable, résilient, etc. Et ça a été traduit en 13 principes par le rapport du panel de haut niveau sur la sécurité alimentaire qui a été produit en 2019. Et ces 13 principes, en fait, définissent ce qui est compatible avec l'agroécologie, avec un système de production durable, équitable, etc. Et ça comprend donc des dimensions de performance, mais également tout l'aspect environnemental, santé, équité, les aspects sociaux, etc. Et donc, l'agroécologie, moi, je la définirais comme une approche différente. Ce n'est pas une série de techniques à appliquer, mais c'est une approche vers des systèmes tout à fait différentes qui nécessitent de repenser entièrement le système en se basant sur comment fonctionne la nature. Et les 13 principes que j'ai mentionnés, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail de chacun, vous pouvez retrouver ça dans la littérature. Mais donc, ça fait appel à toutes les innovations qui sont compatibles avec ces 13 principes. Donc, si on veut faire de la digitalisation, si elle est compatible avec les 13 principes, ça fait partie de l'agroécologie, ou peut faire partie de l'agroécologie. Et toutes les techniques qu'on peut mettre en avant peuvent faire partie à condition qu'elles répondent à ces 13 principes. Et donc, ce n'est pas une série de techniques à mettre en comparaison, même avec l'agriculture biologique, qui est surtout accentué sur un remplacement des intrants chimiques par des intrants biologiques. Même si à l'origine, l'agriculture biologique était en fait très proche des principes de l'agroécologie, mais elle a été un peu dévoyée par ce que moi j'appelle l'agriculture biologique industrielle. Il y a maintenant des grandes serres, des milliers d'hectares de serres qui font de la monoculture de fraises ou de concombres en Espagne, avec de la main-d'œuvre immigrée qui dort dans des taudis, qui reçoivent des salaires de misère, qui n'ont aucune protection sociale. Bon, ce n'est pas compatible avec des principes originaux de l'agriculture biologique, mais c'est certifié bio. Et donc, de ce point de vue-là, ça ne satisfait pas les 13 principes de l'agroécologie. Vous écoutez Champ d'action.
Est-ce que vous pourriez également nous parler un peu d'IPESFood? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous faites partie de ce panel. Est-ce que... Et j'en suis l'instigateur. Vous en êtes même l'instigateur. Alors, est-ce que IPESFood est à l'alimentation ce que le GIEC serait au climat? Pour faire une analogie que les gens pourraient comprendre. C'est bien que vous preniez cet exemple. À l'origine, j'avais fait une étude pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les systèmes alimentaires durables apparaissent sur l'agenda des politiques et des décideurs. Et parce que c'était ignoré, là je remonte à 2012-2013, et j'avais fait une étude de différentes options possibles. J'avais écrit dans mon rapport que l'idéal, ce serait d'avoir un GIEC des systèmes alimentaires durables. Mais évidemment, le GIEC est une instance intergouvernementale. Et pour créer une instance intergouvernementale, il faut que les gouvernements reconnaissent que ce soit important. Et ça a été le cas pour le changement climatique. Mais comme on ne parlait pas de système alimentaire, il n'était pas réaliste d'espérer de voir un GIEC des systèmes alimentaires se développer rapidement. Et donc, j'avais proposé de créer un panel international d'experts qui ferait de façon peut-être un peu plus modeste, puisqu'on n'a pas les moyens du GIEC, mais qui remplirait cette fonction que le GIEC a pour le climat, pour les systèmes alimentaires durables. Et donc, on a eu la chance de pouvoir avoir Olivier de Scuter. J'ai été le voir juste avant qu'il ne finisse son mandat de rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. Et il a accepté de coprésider ce panel. Et donc, on a constitué d'abord une quinzaine de membres, et puis ça a été élargi. Et j'ai rejoint le panel moi-même en 2015. Et donc, le but de ce panel, justement, c'est de faire prendre conscience de l'importance d'une approche système alimentaire au niveau mondial, de démontrer tout ce qui ne fonctionne pas. Comme c'est un panel indépendant, on peut dire des choses que personne d'autre n'est prêt à dire. Et donc, par exemple, le panel de haut niveau du comité de la sécurité alimentaire sur la sécurité alimentaire et la nutrition, est géré par les pays membres de la FAO et des autres organisations internationales. Et donc, ils ont un contrôle de qu'est-ce qui peut être dit et qu'est-ce qui ne peut pas être dit. Il y a des sujets qui sont tabous et qui ne seront jamais abordés par le CSA. Et donc, le fait que IPESFood soit tout à fait indépendant, ça nous permet de pointer du doigt les influences néfastes de l'industrie des intrants, notamment sur les politiques agricoles où ils font du lobbying auprès de décideurs politiques pour maintenir en place des subsides aux engrais ou aux intrants qui maintiennent un système alimentaire ou qui font la promotion de systèmes alimentaires qui ne sont pas durables. Est-ce que vous montrez aussi ce qui fonctionne? On montre également ce qui fonctionne. On a plusieurs rapports qui sont des études de cas qui montrent ce qui peut être fait, notamment au niveau de l'agroécologie, un rapport qui est sorti il y a 2 ans, qui montre des exemples au niveau d'une exploitation agricole. Et là, c'est un producteur de fraises en Californie qui s'est converti à l'agroécologie sur une période de temps et qui s'en tire bien au point de vue économique. Au niveau d'une communauté en Amérique centrale, en Afrique, où il y a une approche de l'ensemble d'une communauté pour aller vers des systèmes durables et en utilisant l'agroécologie, ou bien d'une région comme la Biovallée en France, où au niveau d'une entité politique, il y a des initiatives de conversion qui sont en place, ou même au niveau d'un pays tel que Cuba, qui, après la chute de l'Empire soviétique, s'est privé d'une grande partie de ses ressources et a été forcé
d'abandonner une agriculture industrielle qui dépendait de l'importation d'engrais qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Et donc, ils se sont tournés au niveau d'un pays entier vers l'agroécologie avec un grand succès. Et vous auriez un exemple en Belgique ? Il y a des exemples, notamment à Ansbeek, qui a une ferme agroécologique qui fait l'objet d'études. Donc, c'est non seulement une exploitation qui pratique l'agroécologie, mais qui est en lien étroit également avec des chercheurs pour continuer l'innovation. Et ça, c'est une autre dimension très importante de l'agroécologie, c'est que ça fait appel à une co-innovation entre les producteurs et les chercheurs. Traditionnellement, on a fait de la recherche dans les labos et puis on les passait dans des champs expérimentaux et puis des vulgarisateurs allaient dire aux agriculteurs ce qu'ils devaient faire en ne prenant pas du tout en compte les savoirs traditionnels et réels des agriculteurs. Souvent en apportant des solutions à des problèmes qui n'existent pas ou en ne répondant pas à des problèmes réels. Et donc, pour assurer cette cohésion entre les problèmes et les solutions, il faut co-innover et avoir ce mariage entre les savoirs traditionnels et la science, même la plus pointue. Et c'est ce mariage qui permet d'innover en permanence dans le cadre de l'agroécologie. Est-ce que vous-même, vous avez un petit carré de champ là où vous habitez pour expérimenter ? Et oui, j'habite en Italie. J'ai une petite ferme tout à fait modeste où j'ai des oliviers. J'ai un verger avec une grande diversité de fruits, des anciennes variétés de tous les fruits qu'on trouve en Ombrie. J'ai également une vigne et je produis mon propre vin de façon bio, en fermentation naturelle. Et j'ai un potager pour produire mes légumes, etc. Tout de façon agroécologique. Très bien. Et du coup, en 2021, il y a un sommet alimentaire de l'ONU qui va venir très bientôt. Peut-être, je ne sais pas si le Covid va avoir un impact sur ce sommet. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de sommet international ? Je n'en sais rien. C'est très difficile de prédire exactement ce qui va se passer. Je dois dire, ça n'a pas démarré de façon idéale. Premièrement, ce n'est pas uniquement les Nations Unies. Il y a également le Forum économique mondial qui était en fait le co-instigateur de ce sommet, ce qui a fait... j'allais dire sourire, non, c'était plutôt rire jaune, beaucoup d'acteurs de la société civile parce qu'ils voyaient là une influence indue de la part de l'industrie. Le choix de la personne qui a été recrutée pour mener cette initiative est également un peu un choix malheureux parce que c'est une personne qui était la présidente de AGRA, qui est l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Voilà. Merci de m'avoir aidé. Et donc, l'AGRA, qui était financée principalement par la fondation Bill and Melinda Gates, et également d'autres financements, d'autres fondations, mais également de certains pays, et qui ont fait la promotion en Afrique d'une agriculture type révolution verte, c'est-à-dire simplification, augmentation des intrants chimiques, spécialisation, d'utiliser simplement quelques variétés améliorées, entre guillemets, et qui a montré une étude récente qui a été faite, qui a été publiée il y a quelques mois, a montré que les promesses qui avaient été faites il y a 20 ans lors de la création de l'AGRA n'ont pas du tout été remplies et que c'est un grand flop malgré plus d'1 milliard d'investissements dans cette initiative. Et on voit en parallèle que d'autres pays qui n'ont pas suivi cette voie
en fait, ont progressé beaucoup plus au point de vue du nombre de personnes qui souffrent de faim, de malnutrition, des enfants en carence de croissance, etc. Donc, tous ces indicateurs, on peut évoluer dans les pays qui ont reçu beaucoup d'appui de la part de l'AGRA et d'autres pays qui n'ont pas choisi cette voie. En fait, on fait des progrès beaucoup plus rapides. Vous pourriez en citer un ? Le Mali. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Champ d'action est un podcast proposé et réalisé par SOS Faim avec l'aide du Xara ASBL. Pour approfondir la thématique de cet épisode, rendez-vous sur www.sosfaim.be.